Quelle est l'erreur que tu commets encore et encore qui fait qu'un évitant se ferme à jamais? Dans cet instant, quand la conversation s'arrête, quand le silence devient dense et que le regard se détourne, tu sais que quelque chose s'est brisé. Ce n'était pas le mot que tu as dit, ni la question que tu as posée. C'était la façon dont ton corps s'est crispé, l'urgence silencieuse qui émanait de toi, la tentative désespérée de forcer une connexion qui n'était plus là. Tu as vu le mur se dresser, non pas brique par brique, mais comme une plaque d'acier qui tombe d'un coup, scellant l'accès à toute émotion. À cet instant, la personne en face de toi devient un étranger, et la sensation de perte est immédiate, viscérale. L'évitant ne se retire pas simplement, il s'enferme dans une forteresse émotionnelle, et ce que tu as fait dans ce moment critique, c'est lui donner la clé pour fermer la porte à jamais. C'est le moment de vérité. Si tu continues de regarder, tu vas comprendre pourquoi cette erreur n'est pas ce que tu penses. Ce n'est pas la pression, ce n'est pas la plainte, mais quelque chose de bien plus subtil et profond qui active son mécanisme d'autodestruction relationnelle. Aujourd'hui, tu vas découvrir le seul comportement qui garantit la fermeture à jamais d'un évitant. Et comment tu peux l'éviter pour que la porte de la connexion reste ouverte? C'est l'information qui te permettra de cesser d'être le déclencheur de son retrait. La plupart des gens croient que l'erreur fatale, c'est la confrontation. Ils pensent que s'ils avaient seulement évité la dispute, s'ils avaient été plus doux, s'ils avaient avalé leur frustration, l'évitant ne se serait pas retiré. C'est la première couche du faux départ. Il est vrai que la confrontation directe, surtout quand elle est chargée d'émotions intenses, déclenche son système de défense. Cependant, la confrontation n'est que le symptôme, pas la maladie. C'est l'étincelle, mais pas le combustible qui permet à l'évitant de se fermer à jamais. Le retrait physique ou le silence ne sont que les manifestations visibles d'un processus interne qui était déjà en marche. La véritable erreur se produit bien avant que le premier mot d'une dispute ne soit échangé. Ce que personne ne te dit, c'est que l'évitant évaluait déjà la relation bien avant cette dispute. Il possède un système interne qui fonctionne comme un radar de menace. Ce radar scanne constamment l'environnement émotionnel, cherchant des signaux de danger. Et ce que tu considères comme de l'amour, de l'attention et du dévouement peut s'enregistrer pour lui, comme une alarme rouge. Chaque message que tu envoies pour demander comment il va, chaque tentative de planifier l'avenir ensemble, chaque expression de vulnérabilité passe par ce filtre interne. Ce n'est pas qu'il n'apprécie pas tes efforts. C'est que son cerveau est programmé pour interpréter la proximité comme une perte potentielle de liberté. Pense à ça de cette façon. Imagine que tu as grandi dans un environnement où chaque fois que quelqu'un s'approchait trop près, quelque chose de mauvais se produisait. Peut-être que la proximité signifiait critique, contrôle ou déception. Avec le temps, ton cerveau a appris une leçon simple mais puissante. La distance, c'est la sécurité. La proximité, c'est le danger. L'évitant n'a pas choisi consciemment de penser ainsi. Son système nerveux en a décidé pour lui, sur la base d'expériences qui se sont produites bien avant qu'il ait la capacité de les comprendre. L'évitant fonctionne selon un principe fondamental, l'autosuffisance et la sécurité maximale. Son système est câblé pour percevoir l'intimité comme une menace à cette autosuffisance. Quand la connexion s'approfondit, son système nerveux entre en état d'alerte, cherchant tout signal indiquant que son autonomie est en danger. L'erreur que tu commets, celle qui scelle vraiment son destin relationnel, c'est la tentative de réparer sa déconnexion à sa place. Quand l'évitant se retire, même légèrement, ta réaction instinctive est de poursuivre, de questionner, d'analyser et surtout d'essayer de réparer la distance qu'il a créée. Cette action qui pour toi est de l'amour et de l'attention, pour lui est la confirmation de sa plus grande peur, que la connexion exige qu'il devienne quelque chose qu'il n'est pas. Cette erreur se manifeste dans un comportement spécifique. La surresponsabilité émotionnelle. Tu deviens le gestionnaire de son malaise. Quand il se ferme, tu t'ouvres davantage. Quand il s'éloigne, tu te rapproches. Quand il devient froid, tu deviens plus chaleureux. Tu assumes, sans t'en rendre compte, le fardeau de la connexion pour vous deux. Cette surresponsabilité lui envoie un message clair et dévastateur. Tu n'as pas à faire le travail, je le ferai pour toi, je gérerai ton inconfort pour que tu n'aies pas à le ressentir. C'est la clé qui lui permet de justifier sa fermeture à jamais. Si quelqu'un d'autre est prêt à faire le travail de la connexion, pourquoi devrait-il risquer son précieuse autonomie?
Cette dynamique crée un cycle qui s'auto-alimente. Plus tu fais d'efforts, plus il se retire. Plus il se retire, plus tu fais d'efforts. C'est comme essayer d'attraper de l'eau avec les mains. Plus tu serres, plus elle s'échappe entre tes doigts. Et le plus douloureux, c'est que tes intentions sont pures. Tu n'essaies pas de manipuler ni de contrôler. Tu essaies simplement de maintenir en vie une connexion que tu valorises profondément. Mais l'évitant ne voit pas tes intentions. Il ne ressent que la pression. Il y a un concept en psychologie qu'on appelle « poursuivant distancié ». Dans cette dynamique, une personne poursuit la connexion tandis que l'autre s'éloigne. Ce qui rend cette dynamique si destructrice, c'est que les deux personnes réagissent à la peur. Tu poursuis parce que tu as peur de perdre la connexion. Il s'éloigne parce qu'il a peur de perdre son identité. Les deux agissent par peur et aucun ne peut voir que l'autre a également peur. L'évitant, quand il se sent poursuivi, vit quelque chose qui ressemble à la panique. Ce n'est pas une panique visible, avec une respiration haletante et des mains tremblantes. C'est une panique silencieuse, intérieure, qui se manifeste comme un besoin urgent de s'échapper. Son corps entre en mode survie et dans cet état, il ne peut pas traiter tes mots d'amour ni tes tentatives de connexion. Il ne peut penser qu'à une chose, j'ai besoin d'espace. La progression de cette erreur est insidieuse. Elle commence par de petites concessions, par la justification de sa distance. Il doit être occupé. Il a besoin d'espace. C'est sa façon d'être. Avec le temps, ces justifications deviennent un déni de ta propre réalité émotionnelle. Tu es tellement concentré sur le maintien de la connexion que tu ignores le coût que cela a pour toi. L'évitant observe cela. Il observe comment tu t'effaces, comment ton identité se fusionne avec le besoin de son approbation. Et cette fusion est le déclencheur final. L'évitant ne peut pas être avec quelqu'un qui n'a pas de limite claire, parce qu'une personne sans limite est une menace directe à sa propre autonomie. C'est là que la situation devient vraiment paradoxale. L'évitant, au fond, désire la connexion autant que toi. Ce ne sont pas des robots sans émotion. Ce sont des êtres humains qui ont appris à se protéger de la douleur d'une manière spécifique. Mais quand ils voient que tu perds ton identité dans la relation, quelque chose en eux s'active. Ce n'est pas du mépris, même si ça peut en avoir l'air. C'est de la peur. Ils pensent, si cette personne est prête à se perdre elle-même pour moi, que me fera-t-elle quand je ne pourrai pas lui donner ce dont elle a besoin? Que se passera-t-il quand je la décevrai? L'évitant a une relation compliquée avec la déception. À un moment de sa vie, il a probablement appris que décevoir quelqu'un a des conséquences graves. Peut-être qu'un parent a réagi avec froideur, avec critique ou avec abandon quand il n'a pas répondu aux attentes. Ce souvenir, même s'il est enfoui dans l'inconscient, reste actif. Chaque fois qu'il sent qu'il pourrait décevoir quelqu'un, son système de défense s'active. Quand tu deviens le gestionnaire de son malaise, tu élèves les attentes sans t'en rendre compte. L'évitant pense, cette personne fait tellement pour moi. Finalement, elle va vouloir quelque chose en retour. Et je ne pourrai pas le lui donner. Cette anticipation de l'échec est ce qui le pousse à se retirer avant que la déception inévitable ne se produise. C'est une forme d'autoprotection préventive. La véritable fermeture à jamais ne se produit pas avec une rupture dramatique. Elle se produit quand l'évitant arrive à la conclusion que la personne en face de lui n'est plus un individu, mais une extension de la relation. Ton erreur est de perdre ton centre, ton individualité, dans la tentative de le garder près de toi. Quand tu deviens le gestionnaire de son malaise, tu cesses d'être un partenaire et tu deviens un thérapeute non rémunéré ou un parent émotionnel. Et l'évitant ne peut pas avoir une relation romantique avec quelqu'un qu'il perçoit comme une figure d'autorité ou de soin excessif. C'est le point où le récit commence à gravir la montagne. L'ascension devient raide quand tu réalises que ton meilleur effort pour aimer est, en fait, le moteur de son retrait. La surresponsabilité émotionnelle est un acte d'amour mal dirigé. Tu essaies de sauver la connexion, mais en le faisant, tu détruis le respect et l'autonomie qui sont essentiels pour que l'évitant reste. La seule façon d'éviter la fermeture, à jamais, est d'arrêter d'essayer de les sauver d'eux-mêmes. Le mécanisme psychologique derrière cette erreur s'appelle la triangulation émotionnelle. Quand l'évitant se sent mal à l'aise avec l'intimité, son instinct est de créer de la distance. Si toi, au lieu de respecter cette distance et de maintenir ton centre, tu te précipites pour la combler, tu triangules l'émotion. Tu introduis ta propre anxiété et ton besoin de sécurité dans l'espace dont il a besoin pour traiter son propre inconfort.
L'évitant n'a pas les outils internes pour gérer l'émotion partagée. Pour lui, l'émotion intense est synonyme de chaos et de perte de contrôle. Laisse-moi t'expliquer ça avec un exemple concret. Imagine que l'évitant a eu une journée difficile au travail. Il rentre à la maison et il est silencieux, distant. Tu remarques immédiatement le changement d'énergie. Ton instinct est de demander « Qu'est-ce qui ne va pas ? Ça va ? J'ai fait quelque chose de mal ?» Ces questions, qui pour toi sont des expressions d'attention, pour lui sont une demande supplémentaire. Maintenant, en plus de gérer le stress du travail, il doit gérer ton besoin de savoir ce qui se passe. L'évitant a besoin de temps pour traiter ses émotions en solitude. Ce n'est pas qu'il ne veut pas partager avec toi, c'est qu'il ne peut littéralement pas accéder à ses émotions pendant qu'une autre personne observe. C'est comme s'il avait un verrou interne qui ne s'ouvre que quand il est seul. Ta présence, aussi aimante soit-elle, maintient ce verrou fermé. Ce qui fonctionne dans ce scénario, c'est de lui donner de l'espace sans en faire tout un drame. Je vois que tu as besoin d'un moment. Je serai dans l'autre pièce si tu as besoin de moi. Cette phrase simple fait plusieurs choses. Elle reconnaît son état sans exiger d'explication, elle lui donne la permission d'avoir son espace et elle l'assure que tu es disponible sans le presser. C'est un équilibre délicat, mais c'est le seul qui fonctionne avec le modèle évitant. La surresponsabilité émotionnelle est une tentative de contrôler le résultat de la relation. Tu essaies de contrôler son retrait par ton effort, mais l'évitant est extrêmement sensible à toute forme de contrôle. Ta tentative de réparer la situation est perçue comme une invasion de son espace mental et émotionnel. Cette invasion est ce qui active la fermeture à jamais. Ce n'est pas le contenu de ce que tu dis, mais l'énergie de ton intention. Il ne se ferme pas à cause de ce que tu as fait, mais à cause de ce que tu as essayé de faire, contrôler son processus interne. La seule façon d'éviter cette erreur est d'adopter une posture de neutralité radicale. Quand l'évitant se retire, la neutralité radicale signifie que tu observes son comportement sans essayer de le modifier. Tu ne poursuis pas, tu ne questionnes pas, tu n'analyses pas à voix haute. Tu maintiens simplement ton centre et tu continues ta vie. Cette neutralité est le seul comportement qui n'active pas son mécanisme de défense. Elle lui envoie un message différent. Ta distance est ton choix et je respecte ton autonomie. Mon bien-être ne dépend pas de ta proximité. Cette posture de neutralité est l'antidote direct contre l'erreur de la surresponsabilité. Elle l'oblige à assumer la responsabilité de sa propre déconnexion. S'il crée de la distance, c'est à lui de la combler. Si tu combles la distance pour lui, tu renforces son schéma évitant et tu garantis sa fermeture à jamais. L'évitant a besoin de vivre la conséquence naturelle de son retrait, le vide. Ton erreur est de remplir ce vide avant qu'il ne puisse le ressentir. C'est un point crucial qui mérite une explication plus approfondie. Quand l'évitant se retire et que tu ne poursuis pas, quelque chose d'intéressant se produit dans son esprit. Au début, il peut ressentir du soulagement. Enfin, de l'espace pour respirer. Mais après un certain temps, cet espace commence à sembler vide. Il commence à remarquer ton absence. Et c'est dans ce moment où il remarque ton absence qu'il peut commencer à valoriser ta présence. Le problème, c'est que la plupart des gens ne peuvent pas tolérer cette période d'attente. L'anxiété devient insupportable. La peur de le perdre pour toujours s'empare de chaque pensée. Et alors, juste au moment où l'évitant commençait à ressentir le vide, tu remplis ce vide avec un message, un appel, une question. Et le cycle recommence. La neutralité radicale exige une force intérieure qui ne se construit pas du jour au lendemain. Elle exige que tu travailles sur ta propre relation avec toi-même. Elle exige que tu aies une vie suffisamment riche pour ne pas dépendre de son attention pour te sentir complet. Et cela nous amène au cœur de la véritable erreur. Le véritable défi de la neutralité radicale, c'est qu'elle va à l'encontre de ton propre instinct d'attachement. Si ton schéma est anxieux, ton système te crie de poursuivre, de t'assurer que la connexion est toujours là. Adopter la neutralité est une lutte intérieure, une bataille contre ton propre besoin de sécurité. Cependant, c'est précisément dans cette lutte que réside ton pouvoir. En résistant à l'impulsion de poursuivre, tu démontres une force intérieure que l'évitant respecte profondément. L'évitant est attiré par la force et la stabilité. Ton erreur est de montrer de la faiblesse en tentant de mendier la connexion. La surresponsabilité émotionnelle est une forme de mendicité. Tu demandes à être vu, à être reconnu, à être validé. Ce besoin est perçu comme un fardeau.
La neutralité, en revanche, est une déclaration de valeur personnelle. Tu dis « Ma valeur n'est pas en jeu ici, je vais bien, indépendamment de ta proximité ». L'erreur que la plupart des gens perçoivent, c'est la critique. Ils pensent que s'ils critiquent son manque d'effort ou sa froideur, l'évitant se fermera à jamais. Bien que la critique soit un déclencheur, ce n'est pas l'erreur fondamentale. La critique est une réaction à la surresponsabilité. Tu critiques parce que tu es épuisé de faire le travail pour deux. La véritable erreur est l'attente silencieuse qui accompagne ton effort. L'attente silencieuse est la croyance que si tu donnes suffisamment, il te rendra finalement la même intensité de connexion. Cette attente non verbale est ce que l'évitant ressent comme une pression insupportable. Il ne peut pas répondre à ton attente, parce que sa capacité d'intimité est limitée par son schéma d'attachement. Ton erreur est d'attendre qu'il fonctionne selon les règles d'un attachement sécure. Quand il ne livre pas, tu te frustres, et cette frustration s'infiltre dans ton comportement, même si tu ne dis pas un mot. L'attente silencieuse est invisible mais puissante. Tu ne l'exprimes jamais en mots, mais elle est présente dans chaque interaction. Elle est dans la façon dont tu regardes ton téléphone en attendant son message. Elle est dans le soupir que tu lâches quand il n'appelle pas. Elle est dans la tension de ton corps quand tu le vois finalement après une période de distance. L'évitant perçoit tout cela. Son radar de menace est constamment actif, et l'attente silencieuse apparaît sur ce radar comme un signal de danger. Ce qu'il y a de plus difficile avec l'attente silencieuse, c'est qu'elle est basée sur une logique qui semble raisonnable. Si je donne, il devrait donner. Si je fais des efforts, il devrait faire des efforts. Si je suis présent, il devrait être présent. Cette logique fonctionne dans les relations entre deux personnes avec un attachement sécure. Mais l'évitant ne fonctionne pas selon cette logique. Son système est programmé différemment. Pour l'évitant, la réciprocité n'est pas automatique. Il peut te valoriser profondément et être quand même incapable de le démontrer de la façon dont tu l'attends. Ce n'est pas qu'il ne veut pas. C'est que son système de défense intervient chaque fois qu'il essaie de se rapprocher trop. C'est comme s'il avait un frein interne qui s'active automatiquement quand l'intimité atteint un certain niveau. L'évitant est un maître dans la lecture de l'énergie non verbale. Il ressent ta déception, ton ressentiment, ton besoin non satisfait. Cette énergie est ce qui le pousse au retrait final. La fermeture. À jamais se produit quand l'évitant conclut que la relation est un puits sans fond d'attente qu'il ne pourra jamais combler. Il ne se ferme pas à cause de ce que tu as fait, mais à cause du sentiment d'échec que ton attente lui impose. Pour éviter cette erreur, tu dois démanteler l'attente silencieuse. Cela ne signifie pas que tu ne devrais pas avoir de standard, mais que tu dois aligner tes attentes avec la réalité de son schéma d'attachement. L'évitant peut offrir de la constance, mais il ne peut pas offrir la fusion émotionnelle que ton schéma anxieux pourrait désirer. La neutralité radicale t'aide à démanteler cette attente, parce qu'elle t'oblige à te concentrer sur ce que tu peux contrôler, ta propre réponse et ta propre vie. La fermeture. À jamais se consolide quand l'évitant ne voit plus la valeur de la connexion. Ton erreur est de dévaloriser ta propre présence en la rendant excessivement disponible. La surresponsabilité émotionnelle et l'attente silencieuse travaillent ensemble pour réduire ta valeur perçue. Si tu es toujours là, toujours prêt à réparer, toujours en attente, tu deviens le paysage, pas l'événement. L'évitant ne réagit qu'aux événements, à ce qui brise la monotonie de son autosuffisance. Le véritable pouvoir réside dans l'authenticité. Ton erreur est d'essayer d'être la personne que tu penses que l'évitant veut que tu sois. Moins dans le besoin, plus froid, plus distant. Ce manque d'authenticité est perçu comme de la fausseté, et l'évitant se retire de la fausseté. La neutralité radicale n'est pas un jeu de froideur, c'est une posture d'honnêteté. C'est être honnête à propos de tes limites et de ta valeur, sans essayer de manipuler sa réponse. L'ascension vers le sommet de cette montagne de compréhension nous amène à la révélation de la véritable erreur. Ce n'est pas la surresponsabilité, ni l'attente silencieuse, bien que les deux soient des manifestations. L'erreur fondamentale qui garantit qu'un évitant se ferme à jamais est la perte de ta propre vie. Quand la relation avec l'évitant devient le centre de ton univers, quand ton énergie se consume à déchiffrer son silence et à gérer son malaise, ta vie extérieure s'atrophie. Tu cesses d'investir dans tes amitiés, tes passions, ta carrière, ton bien-être. L'évitant observe cela. Et ce qu'il voit n'est pas de l'amour, mais une dépendance qui menace de l'absorber.
L'évitant ne peut pas tolérer la dépendance. Sa plus grande peur est d'être responsable du bonheur ou du bien-être d'une autre personne. Ton erreur est de lui donner cette responsabilité en faisant tourner ta vie autour de lui. Quand ta vie se réduit à la dynamique de la relation, ta présence devient un fardeau existentiel. Il sent que s'il part, tu t'effondres. Et cette sensation d'être l'encre de l'existence d'une autre personne est ce qui active la fermeture à jamais. Il y a une différence fondamentale entre avoir besoin de quelqu'un et vouloir quelqu'un. L'évitant peut gérer d'être voulu. Il ne peut pas gérer d'être nécessaire. Quand tu as besoin de lui pour fonctionner, pour être heureux, pour te sentir complet, tu places sur ses épaules un poids qu'il ne peut pas porter. Et au lieu de te dire que le poids est trop lourd, il part simplement. L'ironie cruelle de cette dynamique, c'est que tu es probablement entré dans la relation en tant que personne complète. Tu avais ta vie, tes intérêts, tes amis, tes objectifs. Et c'était précisément cette plénitude qui a attiré l'évitant vers toi. Il a vu quelqu'un qui n'avait pas besoin de lui, et cela l'a fait se sentir en sécurité. Mais avec le temps, à mesure que la relation s'approfondissait, tu as commencé à investir de plus en plus d'énergie en lui. Et sans t'en rendre compte, ta vie a commencé à tourner autour de la relation. C'est le moment où l'évitant commence à se retirer. Non pas parce qu'il a cessé de t'apprécier, mais parce que la personne qu'il a rencontrée n'existe plus. La personne autonome, vibrante et indépendante qu'il a attirée est devenue quelqu'un dont le bonheur dépend de lui. Et cette transformation est terrifiante pour l'évitant. La solution à cette erreur n'est pas une stratégie relationnelle, mais une stratégie de vie. La seule façon de maintenir la porte ouverte avec un évitant est d'avoir une vie si riche et satisfaisante que sa présence est un complément, pas une exigence. Ta présence doit être un cadeau, pas un besoin. Quand l'évitant voit que ta vie est complète sans lui, son système de défense se détend. Il peut s'approcher de toi sans la peur d'être absorbé par ton vide. La neutralité radicale devient la manifestation de cette vie pleine. Quand il se retire, tu n'attends pas. Tu te plonges dans ta propre vie. Cette immersion est la seule preuve que l'évitant accepte que tu es une personne autonome et sécure. Il ne s'approche pas parce qu'il t'a manqué, mais parce qu'il se sent en sécurité en s'approchant de quelqu'un qui n'a pas besoin de lui pour respirer. La fermeture, à jamais, est la réponse de l'évitant au sentiment que sa vie est envahie. Ton erreur est d'envahir subtilement sa vie en laissant la tienne s'effacer. L'ironie, c'est qu'en essayant désespérément de le garder près, tu crées la seule condition qui garantit son retrait final. La perte de l'individualité est le prix le plus élevé que tu paies pour l'erreur de la surresponsabilité. Quand ta vie se réduit à l'orbite de l'évitant, tu perds la capacité d'être un partenaire attirant. L'évitant est attiré par la vitalité, par l'énergie d'une vie qui est en mouvement. Ton erreur est d'arrêter ton mouvement, de geler ta vie, dans l'espoir qu'il te rattrape. L'évitant ne peut pas respecter quelqu'un qui se sacrifie pour lui. Le sacrifice, pour lui, est un signe de faiblesse et de dépendance. Ton erreur est de croire que l'amour se démontre par le sacrifice de ta propre identité. L'amour, pour l'évitant, se démontre par le respect de l'autonomie mutuelle. La résolution de ce conflit n'est pas dans le changement de l'évitant, mais dans le changement de ta propre relation avec toi-même. La fermeture, à jamais, est la conséquence de ta propre fermeture à ta vie. La seule façon de rouvrir la porte avec l'évitant est de rouvrir la porte à ta propre existence. Quand l'évitant s'approche après ton retrait, la façon dont tu réintroduis ta présence est cruciale. Ton erreur est de revenir à l'ancienne dynamique de la surresponsabilité. La bonne façon est une présence qui est un miroir de la réciprocité. S'il fait un pas, tu fais un pas. S'il se retire, tu retournes à ta vie sans panique. Cette réciprocité est le seul langage que l'évitant comprend comme du respect. Ce n'est pas un jeu de pouvoir, mais une démonstration que la connexion est un effort mutuel. S'il n'est pas prêt à investir, tu n'es pas prêt à investir pour deux. Cette posture est la seule qui évite la fermeture à jamais, parce qu'elle établit une limite claire qui protège ton autonomie et, paradoxalement, le fait se sentir en sécurité. L'évitant a besoin de savoir que s'il part, tu iras bien. Ton erreur est de lui faire croire que s'il part, tu t'effondres. La solution est de démontrer, par tes actions, que ton bonheur n'est pas sa responsabilité. Cette démonstration est le véritable pouvoir que tu as. La livraison du résultat promis réside dans la compréhension que l'erreur qui fait qu'un évitant se ferme. À jamais n'est pas ce que tu fais,
mais ce que tu cesses de faire pour toi-même. L'erreur est la perte de ta propre vie dans la tentative de le garder prêt. L'évitant ne se ferme pas à cause de la pression de l'intimité, mais à cause de la pression de la dépendance. Ton erreur est de devenir une source de dépendance, au lieu d'être une source d'inspiration. Il se ferme à la personne qui a besoin de lui pour exister. La solution est la réaffirmation de ton autonomie. La seule façon d'éviter la fermeture, à jamais, est de démontrer que ta vie est complète sans lui. Cette démonstration est le seul comportement qui désarme son mécanisme de défense. Il peut s'approcher de toi sans la peur d'être absorbé. La véritable fermeture, à jamais, est celle que tu t'imposes à toi-même en arrêtant ta vie. La résolution est de rouvrir ta vie, de reprendre tes passions et de redevenir la personne que tu étais avant que la relation ne devienne le centre de ton univers. L'évitant est attiré par la personne qui n'a pas besoin d'être sauvée. Ton erreur est de lui demander de te sauver de ta propre solitude. La solution est de te sauver toi-même. Quand l'évitant s'approche, il le fait parce que la personne qu'il voit est forte, autonome et n'a besoin de rien de lui. C'est la seule façon de maintenir la porte ouverte. La présence qui fonctionne est celle qui est le reflet de ta vie pleine. La fermeture, à jamais, est un choix que l'évitant fait quand il sent que sa vie est en danger. Ton erreur est de le faire se sentir en danger. La solution est de le faire se sentir en sécurité en démontrant que ta vie est ta responsabilité et la tienne seulement. L'erreur qui fait qu'un évitant se ferme à jamais n'est pas la pression, mais la perte de ta propre vie. La seule façon de l'éviter est de rouvrir la porte à ton existence. Si cette révélation t'a frappé avec la force de la vérité et t'a fait réaliser que tu as commis cette erreur encore et encore, partage en commentaire quelle est la première étape que tu vas franchir pour récupérer ton autonomie. Si tu as déjà vécu ça et récupéré ta vie, raconte aux autres ce que cette liberté fait ressentir. Mets un like si cela a reconfiguré la façon dont tu vois ton rôle dans la dynamique et abonne-toi pour plus de perspectives claires sur comment les schémas évitants fonctionnent vraiment dans les relations. Merci d'avoir regardé.